Le 30 avril 1943, au matin, sur la côte d'Andalousie, dans le sud-ouest de l'Espagne, José Antonio Rey María, un pêcheur expérimenté, prend la mer pour aller pêcher quelques anchois et dorades. Il a l'habitude de croiser sur son chemin des débris, des nappes d'huile, des bouts de bois, en raison d'une guerre qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Mais tout à coup, il aperçoit une masse sombre à la surface de la mer. Pensant que c'est un marsouin mort, il se rapproche et s'aperçoit qu'en réalité, il s'agit d'un corps sans vie. Il est harnaché dans un gilet de sauvetage jaune et il porte un uniforme. Le cadavre est déjà en putréfaction et une odeur nauséabonde se fait sentir. Le pêcheur ramène le corps sur la plage de la Bota et derrière eux traîne une mallette noire qui est attachée au cadavre via une chaîne. Le 72e régiment d'infanterie d'Espagne, en patrouille sur la plage, est appelé pour s'occuper du corps. Un officier espagnol donne l'ordre d'aller chercher un âne pour transporter le cadavre au village de Punta Umbria, qui se trouve à 6 km de là. Il ne s'en doute pas, mais ce cadavre est le plus grand mensonge créé par les services secrets britanniques. En effet, dans les sous-sols du bâtiment de l'Amirauté, à Whitehall, 2 hommes ont préparé soigneusement un plan pour piéger les Allemands. La meilleure ruse de l'histoire, tromper son ennemi grâce à un mensonge, voici les secrets de l'opération Meat-Smith. Après le déclenchement de l'offensive sur la Pologne le 1er septembre 1939, les services secrets de la Navy, de l'amiral John Godfrey, commencent déjà à préparer les dirigeants des services secrets à réaliser des plans pour tromper l'ennemi. John Godfrey est stupéfait par son assistant personnel, le capitaine de corvette Ian Fleming, le futur auteur des romans de James Bond. Il créait des scénarios pour déboussoler les Allemands en mer ou pour les piéger dans des opérations de tromperie, comme la désinformation ou les ruses de guerre. L'amiral Godfrey témoigne à ce sujet. Élaborer des opérations de désinformation, savoir gérer les agents doubles, produire des fuites délibérées et gagner progressivement la confiance de l'ennemi envers un agent double demandait un esprit suffisamment retors, ce que je n'avais pas. Il faut collecter des renseignements et diffuser de faux renseignements. C'est comme pousser du mercure dans des ajoncs avec une cuillère à long manche. Dans le mémo de la truite, Godfrey et ses hommes avaient inspiré bon nombre de ruses pour tromper les Allemands, comme la diffusion de fausses informations via des exemplaires contrefaits du Times, ou une fausse épave pleine de commandos, voire des boîtes de conserve remplies d'explosifs portant une étiquette avec toutes sortes de traductions. Le but de ces boîtes était de les faire dériver en mer pour que les sous-mariniers allemands les repêchent et qu'elles explosent au moment de les réchauffer. Ces plans, bien qu'elles soient diaboliques, n'ont jamais été concrétisés. Mais la 28e idée de cette liste se nomme une suggestion. Et elle retient l'attention. Godfrey et Fleming notent. La suggestion suivante est tirée d'un livre de Basil Thomson. Un cadavre vêtu d'un uniforme d'aviateur dont les poches contiendraient des dépêches serait largué sur la côte, comme si son parachute ne s'était pas ouvert. Je suppose qu'il n'est pas difficile de se procurer un cadavre à l'hôpital de la Royal Navy, mais évidemment le corps devrait être frais. C'est Ian Fleming qui, après avoir lu l'ouvrage de Basil Thomson, Le mystère du chapeau de la modiste, un roman policier, trouve intéressante l'idée de créer une fausse identité pour un cadavre. À la fin du mois de septembre 1942, les services de renseignement britanniques ont soudainement une angoisse, car le 25 septembre 1942, un hydravion Catalina FP-119 de la RAF a reçu pour mission de rejoindre Gibraltar. Mais le pilote, surpris par un orage violent, perd le contrôle de l'appareil et s'écrase sur la côte atlantique espagnole. Parmi l'équipage se trouve le lieutenant-payeur James Haddon Turner, messager de la Royal Navy qui devait transmettre une lettre au gouverneur de Gibraltar pour l'informer de l'arrivée du général Dwight D. Eisenhower sur le rocher, juste avant l'offensive qui doit se dérouler le 4 novembre en Afrique du Nord. Les corps des victimes ont été rejetés par la mer à la Barossa, au sud de Cadix. 24 heures après, l'amiral espagnol en commandement à Cadix remet le corps de Turner au consul britannique local.
Le renseignement britannique sait très bien que des espions allemands errent en Espagne et craint que la lettre qui se trouve sur le corps du lieutenant payeur Turner ne se retrouve désormais entre leurs mains. Même le général Eisenhower est inquiet, car pour lui cela signifie que le débarquement en Afrique du Nord est devenu beaucoup trop risqué. Même si les autorités espagnoles assurent ne pas avoir touché au corps de Turner, les Britanniques envoient rapidement des scientifiques pour vérifier la véracité de ses propos. Face au corps de Turner, ils découvrent l'enveloppe avec les 4 sceaux, mais elle a été ouverte. Les scientifiques s'aperçoivent que c'est la force de la mer qui a ouvert les sceaux, car dans la poche de Turner où se trouvaient les lettres, il y a du sable. Et comme les scientifiques l'ont stipulé, On veut bien que les espions présents en Espagne soient bons, mais pas à ce point. le service de renseignement est soulagé sur ce point. Mais pas à propos d'un autre corps, celui de J.D. Marcil, un officier de liaison pour les forces françaises libres. Et lui était en mission pour la direction des opérations spéciales, plus connu sous le nom de SOE. Ce service était connu pour organiser des opérations clandestines derrière les lignes ennemies. Marcil transportait sur lui un document rédigé le 22 septembre, en français, pour prévenir des attaques britanniques sur des cibles en Afrique du Nord. Mais suite à un message radio intercepté, les Alliés se sont aperçus que les Allemands avaient retrouvé les documents et étaient au courant de la future opération qui allait avoir lieu en Afrique du Nord. Mais curieusement, les Allemands ne font rien de cette information. Pour eux, ce sont certainement des documents mensongers pour tromper leurs troupes. C'est au départ de cet événement que les services de renseignement britanniques se sont rendus compte qu'ils pouvaient tromper les Allemands grâce à des documents. Et de ce fait, la suggestion qui se nomme pas très sympathique du mémo de Godfrey et Fleming avec l'idée d'une fausse identité pour un cadavre peut marcher. Charles Christopher Cholmondeley, surnommé Chumley, qui est âgé de 25 ans et est officier dans la Royal Air Force, est détaché au MI5. Il est également secrétaire d'une organisation ultra secrète, le Comité 20, qui se réunit tous les jeudis dans les locaux du MI5 pour discuter du système à mettre en place pour les agents doubles. Dans ce comité, présidé par John Masterman, un professeur d'Oxford, se trouvent des représentants des services de renseignement de la Navy, de l'Army, de l'Air Force, le MI5, du MI6 et du SIS, le Service Intelligence Service, qui doit collecter des renseignements hors des frontières du Royaume-Uni. Le 31 octobre 1942, soit un mois après le crash du Catalina, Cholmondeley expose au comité 20 une de ses idées, qui porte le nom de code Cheval de Troie. Et il affirme que ce plan doit permettre de remettre des documents extrêmement secrets entre les mains de l'ennemi. Un cadavre doit être récupéré auprès d'un hôpital londonien en échange d'une somme de 10 livres. Il doit être revêtu d'un uniforme de l'Army, de la Navy ou de l'Air Force. Ses poumons doivent être remplis d'eau et les documents seront disposés dans une poche intérieure. Le corps sera ensuite largué par un avion du Coastal Command, le commandement chargé de la protection, chargé des côtes, à une position appropriée où le courant devrait le faire dériver vers la côte en territoire ennemi. Lorsque le corps sera découvert, l'adversaire pensera que c'est l'un des passagers d'un avion qui a été abattu. Bien sûr, il y a l'éventualité que les documents n'arrivent jamais à bon port, car les documents secrets ne seront pas transmis par voie classique. A contrario, si c'est un agent double bel et bien en vie qui fait la mission, il peut être torturé et peut dévoiler la supercherie, tandis qu'un cadavre ne parle pas. Après avoir dressé les premières idées de son futur cheval de Troie, Cholmondeley expose désormais les failles et il faut trouver les moyens pour les combler. En effet, une autopsie peut révéler si l'homme est mort de noyade ou non, et éventuellement l'avion qui doit transporter le corps peut être intercepté. Surtout, il faut que le cadavre puisse se faire passer pour un officier sans que l'adversaire ne se pose de questions. Un des membres du comité 20 fait une remarque. Le largage du corps par un avion, c'est bien beau, mais la chute du corps infligerait des blessures post-mortem qui vont se voir. Une suggestion est donc proposée. Il faut placer le corps à un endroit où il pourra échouer en Norvège ou en France. Mais les scientifiques allemands vont sûrement faire une autopsie sur le corps une fois qu'ils l'auront découvert. Ou alors, il faudrait que le corps s'échoue en Espagne ou au Portugal, car ces deux pays, même s'ils sont neutres, penchent du côté de l'Axe.
Et une fois le corps découvert, les autorités espagnoles remettront ou montreront les documents découverts aux Allemands. Seule incertitude, est-ce que la ruse à la besace va fonctionner? Le président du comité 20, John Masterman, malgré les doutes sur la faisabilité du projet, demande à Cholmondeley d'étudier la possibilité de mettre en pratique le plan Cheval de Troie sur l'un des fronts de la Seconde Guerre mondiale. Les généraux vont quand même rappeler que les Allemands n'ont rien fait des documents trouvés des forces françaises libres, les prévenant du débarquement qui allait avoir lieu en Afrique du Nord. Mais les Britanniques assurent que les Allemands vont mordre à l'appât, car ils ont fait l'erreur de ne pas croire aux précédents documents, et ils n'ont rien fait pour anticiper l'opération Torche. Ils ne vont donc pas reproduire 2 fois la même erreur. Les Allemands, qui avaient des raisons de regretter la facilité avec laquelle ils s'étaient laissés surprendre par les débarquements en Afrique du Nord, ne négligeraient plus aussi facilement des documents stratégiques alliés s'ils devaient encore en avoir en leur possession. D'après le plan de Cholmondeley, le cadavre serait livré en mer. Donc l'opération doit se passer sous le contrôle de la Navy. Le représentant du service de renseignement de la Royal Navy auprès du comité 20 est le capitaine de corvette Ewen Montagu. Et il travaillera avec Cholmondeley pour développer l'idée. Montagu va se porter volontaire pour réfléchir à la façon de se procurer le corps adéquat, de résoudre les problèmes médicaux et de dresser un plan. Désormais, les services de renseignement comprenant Godfrey, Ian Fleming, 2 agents de change, un instituteur, un journaliste, un collectionneur de livres sur la pensée originale, un professeur à Oxford, un clerc de notaire et un agent d'assurance se tassent dans la salle 39 de l'amirauté. Dans cette salle, l'atmosphère est souvent tendue. Mais les membres de l'équipe de Godfrey réalisent un travail de fourmi pour collecter et diffuser des renseignements confidentiels. Ils sont également responsables des agents et des agents doubles en activité, ainsi que de l'élaboration d'opérations d'intoxication et de contre-espionnage. Ewen Montagu dirige sa propre sous-section du service, la section 17M, avec le M de Montagu. Ce service doit traiter de tous les renseignements spéciaux liés à des questions navales et principalement des interceptions dites ultra qui sont les communications ennemies déchiffrées par les cryptanalystes de Bletchley Park quand le code d'Enigma, la machine de chiffrement allemande, fut brisé. La section 17M s'agrandit et voit l'arrivée de Joanne Saunders, une jeune femme dont la mission est d'accomplir le travail minutieux d'indexation, de classement et de recherche. Elle est devenue l'assistante principale de Montagu. Ce dernier raconte. Elle est extraordinairement compétente, très méthodique mais aussi effroyablement vigilante. Il est très agréable de travailler avec elle, même si elle n'est pas très agréable à regarder. Je n'ai pas beaucoup de chance avec mes assistantes concernant leur apparence. Mais surtout, ayant été infirmière en 1940, elle a une connaissance sur les cadavres qui va se révéler par la suite très utile. En tout, 14 personnes vont rejoindre la section 17M. Dans la salle 13, les conditions de travail sont horribles, comme l'écrit Godfrey. La salle 13 est beaucoup trop exiguë, beaucoup trop encombrée de coffres forts, d'armoires métalliques, de tables, de chaises, etc. Et surtout beaucoup trop basse de plafond, avec des poutres métalliques qui la rendaient encore plus basse. Il n'y avait pas d'aération naturelle, seulement de l'air recyclé dans des conditions qui auraient été immédiatement condamnées par n'importe quel inspecteur d'usine. Le seul éclairage est produit par des tubes fluorescents qui rendaient tout le monde mauve. Le personnel n'est pas censé écouter ce que nous disons au téléphone ou entre nous. Dans cette salle, il n'y avait pas de secret. Mais malgré ces conditions difficiles, la section de Montagu est extrêmement efficace. Ce sont une bande brillante de vainqueurs convaincus. Étant avocat dans la vie civile, Ewen Montagu aime se glisser dans l'esprit de ses adversaires sur le terrain de l'espionnage, comme des saboteurs, des espions, des agents et des maîtres espions, dont les écoutes sont immédiatement décodées et traduites avant de rejoindre la section 17M. Il sait également reconnaître certains officiers du renseignement allemand, comme au tribunal. Son épouse, Iris, qui est partie avec ses enfants aux États-Unis, commence quant à elle à travailler pour la coordination britannique de la sécurité, un organisme de renseignement basé à New York et dirigé par William Stevenson, caché sous le nom de code Intrépide. Ce service est chargé de donner de fausses informations aux sympathisants nazis qui se trouvent aux États-Unis. Ewen Montagu, de son côté, est content de voir que sa femme est également dans le coup des services du renseignement. Godfrey va nommer Montagu responsable de toute la désinformation navale par les agents doubles.
Grâce à Ultra, le Royaume-Uni va arrêter tous les espions envoyés sur son territoire par l'Abwehr, l'organisation de renseignement militaire allemande. La plupart d'entre eux seront réutilisés, deviendront des agents doubles et devront transmettre de fausses informations à l'ennemi. Il travaille avec Eddie Chapman, l'escroc devenu espion qui opère sous le nom de code Zigzag, pour transmettre de fausses informations sur l'armement des sous-marins. Le système Double Cross créait même des personnes imaginaires, soi-disant recrutées en tant que sous-agents par des agents doubles qui sont déjà manipulés. Après la victoire alliée en Afrique du Nord, le Premier ministre britannique Winston Churchill rencontre à Casablanca le président américain Franklin D. Roosevelt pour réfléchir à un nouveau plan d'invasion, mais cette fois contre la forteresse Europe. Churchill et Roosevelt se mettent d'accord sur l'opération Husky, qui envisage l'invasion de la Sicile. Mais Churchill sait très bien que les Allemands se doutent que l'Italie sera la prochaine étape des Alliés, et il souhaite donc une campagne d'intoxication pour éviter que le débarquement en Sicile ne se transforme en bain de sang. Churchill crée le London Controlling Section et nomme à sa tête le lieutenant-colonel John H. Bevan, dans le but de préparer des plans d'intoxication à l'échelle mondiale avec pour objectif de provoquer le gaspillage des ressources militaires de l'ennemi. Juste après la conférence de Casablanca, il reçoit pour mission d'élaborer une nouvelle politique de désinformation pour camoufler le débarquement en Sicile. C'est de là que naît l'opération Barclay, un plan complexe visant à convaincre les Allemands que tout n'est pas noir, mais blanc ou même gris. Bevan se trouve dans le cabinet War Rooms, le sous-sol fortifié de Whitehall, et contrôle tout ce qui doit servir pour intoxiquer les Allemands. En Méditerranée, son homologue est le lieutenant-colonel Dudley Wrangel Clark, le chef de la Force A, l'unité de désinformation basée au Caire. Les deux hommes vont imaginer l'opération Barclay, c'est-à-dire faire croire aux Allemands que les Alliés ont l'intention de débarquer en Grèce, à l'est, et en Sardaigne, puis au sud de la France à l'ouest. Ça paraît compliqué à comprendre en écoutant, mais voici ce qui va se passer. La 12e armée britannique, qui n'existe d'ailleurs pas, doit envahir les Balkans durant l'été 1943, en commençant par la Crète et le Péloponnèse, entraînant la Turquie dans la guerre contre les puissances de l'Axe. La Roumanie pactiserait avec la résistance yougoslave pour enfin rejoindre les armées soviétiques sur le front de l'Est. Un autre mensonge vise à faire croire aux Allemands que la 8e armée britannique prévoit de débarquer dans le sud de la France, puis de remonter la vallée du Rhône et de rejoindre les troupes américaines du général Patton qui, elles, auront débarqué en Corse et en Sardaigne. Si l'opération Barclay réussit, les Allemands enverront des renforts dans les Balkans, en Sardaigne et dans le sud de la France pour contrer ces futurs débarquements, laissant ainsi la Sicile avec une faible défense. Une fois que les Allemands se seront rendus compte que l'objectif des Alliés est la Sicile, il sera trop tard pour envoyer des renforts, car leurs troupes seront beaucoup trop réparties pour rejoindre la Sicile. Le seul problème des Alliés sont les rapports interceptés par Ultra, qui affirment que les Allemands s'attendent à un débarquement en Sicile et qui de ce fait devient une cible prioritaire. Mais un autre rapport parvient, qui stipule l'inquiétude d'Hitler et de son état-major concernant les Balkans. Les Alliés vont donc utiliser cette peur pour piéger les Allemands. La désinformation est donc mise en œuvre à plusieurs endroits. Les ingénieurs décident de fabriquer de toutes pièces une armée en Méditerranée orientale. Les agents doubles commencent à transmettre de fausses informations à leurs officiers traitants de l'Abwehr. Les mouvements de troupes sont inventés, de faux messages radio. On recrute des faux interprètes grecs et des officiers, et on fait l'acquisition de cartes et de devises grecques pour faire croire à une offensive imminente sur le Péloponnèse. Bevan et Clark commencent tout doucement à tisser la toile de l'opération Barclay, et pendant ce temps-là, Montagu et Cholmondeley se mettent à chercher un cadavre. Cette tâche-là, par contre, n'est pas facile, car les cadavres mis à disposition sont pour la plupart des victimes de guerre. Les suicides étant rares et la plupart par pendaison, ou des personnes décédées à cause d'inhalation de gaz ou par empoisonnement aux médicaments. Pour l'opération, il faut trouver un corps masculin qui a l'âge d'être militaire, sans blessure apparente, et surtout une famille qui serait d'accord de laisser le corps être emporté à des fins non spécifiées. Cholmondeley décide de faire appel à Sir Bernard Spilsbury, le médecin légiste en chef au Home Office.
Ewen Montagu rencontre Spilsbury au Junior Carlton, le club que fréquente toujours le médecin légiste. Lors de l'entrevue, Montagu explique que la Royal Navy souhaite que les Allemands et les Espagnols croient qu'un cadavre échoué était le corps d'une victime d'une catastrophe aérienne. Puis, il lui demande quel genre de corps il faudrait. Spilsbury, malgré la demande, n'est pas tellement étonné de la question et se met à réfléchir en tournant son sherry dans son verre. Puis, il expose son verdict. Pour lui, il serait plus simple de trouver un noyé et de le laisser dériver vers la terre dans un gilet de sauvetage. D'autres causes de décès pourraient faire l'affaire, car les victimes des accidents aériens ne meurent pas systématiquement d'un traumatisme ou de noyade. La grande majorité meurt d'hypothermie ou du choc. À la fin de l'entretien, Spilsbury retourne à son laboratoire à l'hôpital Saint-Bartholomew et Montagu, lui, retrouve Cholmondeley pour lui dire que finalement, la chasse aux cadavres sera plus facile que prévu. Mais voler un mort est interdit. Donc, il faut une solution pour trouver quelqu'un de discret pour fournir un cadavre frais. Montagu connaît une personne qui répond à cette description. Le coroner de Saint-Pancras, dans le nord-ouest de Londres, Bentley Purchase. Un coroner est une personne qui représente le gouvernement et mène l'enquête sur des décès inhabituels ou un décès qui se produit dans des circonstances douteuses. On appelle alors le coroner pour vérifier le bien fondé d'une autopsie et déclencher si nécessaire une enquête. Bentley Purchase est un ami de Spilsbury et les deux hommes se ressemblent énormément. Montagu, lui, connaît Purchase de l'époque où il était avocat. Il lui a envoyé un message pour lui demander s'ils pouvaient se rencontrer pour discuter d'une affaire confidentielle. Purchase lui envoie les instructions pour se rendre à la Coroner's Court de Saint-Pancras et finit sa lettre avec une pointe d'humour noir. Pour venir ici, vous pouvez évidemment aussi vous faire renverser. Le jour de la rencontre, Montagu explique à Purchase qu'il a besoin d'un cadavre masculin pour une opération de guerre, mais il ne peut pas révéler le rôle que va jouer ce cadavre. Purchase lui répond: Vous savez qu'on ne se procure pas de cadavres comme ça. Je dirais même que les cadavres sont la seule marchandise qui ne manque pas en ce moment. Malgré cette abondance, chaque corps est comptabilisé. Montagu lui précise ensuite qu'il a besoin d'un corps dans un bon état de conservation, pouvant donner l'impression de s'être noyé ou d'avoir perdu la vie dans un accident d'avion, puis ajoute que c'est une affaire d'importance nationale. Purchase hésite. Si l'on apprend que le système légal de traitement de personnes décédées était contourné, la confiance publique envers les coronaires du pays serait ébranlée. Quel niveau d'approbation le projet a-t-il reçu ? Montagu lui répond non sans mentir. C'est remonté jusqu'au Premier ministre. C'est la phrase que voulait entendre Purchase. Il explique qu'en tant que coroner, il peut agir en toute discrétion sur la paperasse et qu'en toutes circonstances, un décès peut être dissimulé et un corps récupéré, sans autorisation officielle. Puis il explique à Montagu: Un coroner pouvait d'ailleurs toujours se débarrasser d'un cadavre par le biais d'un certificat indiquant que l'inhumation se ferait à l'étranger. On supposerait alors qu'un proche ramènerait le corps à la maison pour l'enterrement et le coroner pourrait alors en disposer à sa guise, librement, sans entrave et sans laisser la moindre trace. Purchase lui explique qu'il y a des corps qui sont non identifiés et l'un d'eux pourrait faire l'affaire. Les deux hommes sont à la morgue et Purchase propose à Montagu d'examiner les corps entreposés dans la chambre froide, mais aucun ne correspond à ses attentes. Les deux hommes vont donc se serrer la main et Purchase assure à Montagu qu'il va garder un œil sur les corps pouvant l'intéresser. Le 26 janvier 1943, Glyndwr Michael est découvert dans un entrepôt désaffecté près de King's Cross. Il est transporté à l'hôpital de Saint-Pancras suite à un empoisonnement. Ce fils de mineur gallois, malade psychiquement suite à une syphilis congénitale, est venu à Londres et logé dans les bâtiments abandonnés. Mourant de faim, il a mangé accidentellement du pain contenant de la mort au rat. Arrivé à l'hôpital, il a eu le temps de décliner son identité et de dire aux infirmières ce qu'il avait mangé. Il mourut le 28 janvier 1943. Glyndwr Michael avait 34 ans et n'avait pas de famille qui aurait pu verser une larme suite à son décès. Il était seul, démuni, sans famille, mais sa mort n'est pas passée inaperçue. Son corps est transféré à la morgue de Saint-Pancras et dès son arrivée, Bentley Purchase informe Montagu qu'il a un corps pour le projet et qu'il le garderait au frais. Aucune autopsie n'a été réalisée sur Glyndwr Michael pour des raisons assez évidentes, mais Purchase va classer Michael parmi les aliénés,
Le certificat de décès basé sur l'enquête du coroner le décrit comme un ouvrier sans domicile fixe et indique pour cause du décès un empoisonnement au phosphore. Il a ingéré de la morora au cours d'une tentative de suicide perpétrée alors qu'il n'avait pas toute sa tête. Pour Chase, signale sur le registre que le corps va quitter l'Angleterre pour l'inhumation. Montagu arrive à la morgue et pour Chase lui décrit la mort de Glyndwr Michael. Il dit que le décès suite à la morora ne pose pas de problème pour utiliser le corps, car il n'en a pas pris une grande quantité. Mais surtout, il décrit que l'être humain a naturellement des traces de phosphore et que c'est un poison intraçable passé une longue période, contrairement à l'arsenic, qui est traçable dans la racine des cheveux. La morora laisse donc peu d'indices sur la cause de la mort, hormis quelques traces d'action chimique sur le foie. Pour lui, personne ne pourra déterminer la cause du décès avec certitude, et donc la cause sera attribuée à la noyade ou au choc de la catastrophe. Voulant se rassurer, Montagu rencontre une nouvelle fois Bernard Spilsbury au Junior Carlton Club. Son verre de sherry à la main, ce dernier dit à Montagu « Vous n'avez rien à craindre d'une autopsie espagnole. Pour déceler que ce jeune homme n'est pas mort des conséquences de la disparition d'un avion en mer, il faudrait un médecin légiste ayant mon expérience, et il n'y en a pas en Espagne. » Mais il affirme aussi qu'une personne décédée suite à une intoxication au phosphore, même si c'est à faible dose, aura la peau jaunie, présentera des brûlures gastriques et des résidus significatifs de la substance dans son corps, qui seront facilement détectables par les moyens scientifiques. Un médecin de campagne ne verrait pas du tout la supercherie, mais en réalité, un médecin légiste de même compétence de Spilsbury est présent en Espagne et il travaille pour les espions allemands. Montagu et Cholmondeley mènent une petite enquête sur le passé de Glyndwr Michael pour éviter qu'un jour sa famille ne vienne poser des questions sur l'endroit où se trouve le corps de leurs proches. Ils s'aperçoivent qu'il a un frère, une sœur et 2 demi-sœurs, mais comme sa famille ne s'est jamais inquiétée à son sujet quand il était en vie, elle ne s'inquiétera pas de lui une fois mort. Montagu exprime dans une lettre. Glyndwr Michael était un bon à rien et sa famille ne valait guère mieux. Cette personne ne fit jamais rien de bon pour quiconque. Au moins, son cadavre servit à quelque chose après sa mort. Bentley, pour Chase, prévient Montagu qu'il ne peut pas arrêter la décomposition du corps, même avec de la glace, car ça endommagerait les tissus et les lésions seraient beaucoup trop évidentes. Le corps restera dans la morgue de Saint-Pancrace, dans un réfrigérateur extra froid dont la température peut être baissée à 4 degrés. Ça retardera la décomposition, mais le corps devra être utilisé dans les 3 mois. Le plan Cheval de Troie est rebaptisé Opération Mincemeat, ce qui signifie chair à pâté. Ce nom fait référence à de la viande froide, comme les cadavres dans les morgues. Le 4 février 1943, après la mort de Michael, Montagu et Cholmondeley présentent une ébauche de l'opération Mincemeat au comité 20. Cette opération est proposée en réaction au fait que l'ennemi va très certainement obtenir des informations sur la préparation d'une offensive organisée en Afrique du Nord, et qu'il essaiera d'en découvrir la cible. Le plan envisage de larguer le corps avec de faux documents depuis un avion pour donner l'impression qu'un courrier transportant des documents importants confiés aux bons soins d'un officier était en route pour Alger, mais que l'avion s'est écrasé. Le plan global est de détourner les Allemands de la cible, mais de présenter une diversion qui sera tout simplement un leurre. La Sicile ne peut pas être exclue du plan, comme l'expliquent Cholmondeley et Montagu. Si la véritable cible était passée sous silence à la fois dans le plan de l'opération et dans le plan de diversion, cela éveillerait presque certainement les soupçons des Allemands, car la Sicile était une cible réaliste, et les Allemands prévoyaient déjà de l'anticiper en tant que cible possible. Comme les Allemands sont à l'affût de nos plans de diversion comme de nos vrais plans, l'opération Mincemeat leur fournira à la fois un faux vrai plan et un faux plan de diversion qui est en fait le vrai plan. Cette première réunion ne fournit pas beaucoup de détails sur la mise en pratique de l'opération de désinformation ni sur le lieu de largage du corps, mais il est souligné qu'une fois l'opération lancée, elle ne pourra plus être annulée. Le corps devra être largué dans les 24 heures qui suivront son retrait de son emplacement actuel à Londres. Le vol, une fois programmé, ne doit pas être annulé ou retardé. Le comité 20 réfléchit rapidement et envoie des requêtes aux représentants des différents services. Le ministère de l'Air est chargé de trouver un avion adéquat, de préférence un appareil utilisé par la direction des opérations spéciales, dite SOE. L'ébauche de ce plan doit être présentée au chef du renseignement de l'armée, de la Navy et de la RAF.
Il faudra l'accord du colonel Johnny Bevan et de la London Controlling Section. L'amirauté devra trouver une position appropriée pour le largage du corps et le War Office devra étudier la question de fournir ou non des papiers d'identité au corps. L'attaché naval à Madrid, le capitaine Alan Hilgart, devra être mis au courant de l'opération pour qu'il puisse faire face aux imprévus. Montagu et Cholmondeley reçoivent l'instruction de poursuivre les préparatifs de Meadsmith afin de fournir des vêtements, des papiers, des lettres, etc. Le corps sans vie de Glenweir Michael va changer de vie, va avoir un nouveau nom, un nouveau passé, une vie qu'il n'a jamais connue. Ce Gallois vagabond va changer le cours de l'histoire avec sa nouvelle identité. Montagu se pose une question. L'encre des lettres manuscrites et les signatures des autres courriers ne risquent-elles pas de couler ou de rendre les documents illisibles? De l'encre indélébile? Non, ça risquerait de vendre la mèche aux Allemands. Il décide d'aller voir les scientifiques du MI5 qui vont procéder à de nombreux tests en utilisant différentes encres et machines à écrire, puis vont immerger les lettres dans de l'eau de mer pendant des durées plus ou moins longues. De nombreuses encres s'effacent immédiatement quand une lettre est plongée dans l'eau alors qu'elle vient d'être écrite. En revanche, beaucoup d'encres ordinaires, une fois parfaitement sèches, résistent à l'eau, même si elles y sont exposées directement. Quand un document se trouve dans une enveloppe ou dans un portefeuille, à l'intérieur d'une poche, les encres ordinaires parfaitement sèches restent souvent lisibles pendant une durée étonnamment longue, suffisante pour nos besoins actuels. Montagu et Cholmondeley, avec l'aide de Johan Saunders de la section AM, entreprennent maintenant de créer une personnalité pour habiller leur cadavre. Pendant des heures, dans le sous-sol de l'amirauté, ils vont discuter de ce personnage imaginaire, en lui créant des goûts, des habitudes, des passe-temps, des qualités et des défauts. Le soir, ils vont tous ensemble à la Gargouille, un club dont Montagu est membre, pour poursuivre la création d'un homme. Ils ont pour objectif de rendre cet officier britannique plus vrai que nature, pour que les documents soient encore plus authentiques aux yeux des Allemands. Montagu écrit à ce sujet. Nous parlions tant de lui que nous finîmes par le considérer comme un vieil ami. Il devint vrai à nos yeux. Il lui donne un deuxième prénom, une addiction à la nicotine et un lieu de naissance. Il lui donne également un foyer, un grade, un régiment et une passion pour la pêche. Il aura une montre, un banquier, un notaire et des boutons de manchette. En fait, ils ont donné à Glenweir Michael tout ce qu'il n'avait pas eu au cours de sa vie. Mais tout d'abord, il faut lui donner un nom et surtout un uniforme. Dans un premier temps, il pense à un officier de l'armée de terre qui transporterait des messages importants en Afrique du Nord. Un officier de l'armée de terre portant sa tenue de combat qui est un uniforme ordinaire plutôt qu'un uniforme d'apparat. Les officiers de l'armée de terre ne portent pas de papier d'identité avec photo lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ce qui évite de devoir trouver une photo d'identité de Glenweir Michael. Mais le directeur du service de renseignement militaire fait remarquer que si le messager est un officier de l'armée de terre, la découverte du corps doit être signalée à l'attaché militaire basé à Madrid et les informations doivent être retransmises à Londres. Et cela augmenterait dangereusement le nombre de gens dans la confidence et donc les fuites. Comme l'idée venait initialement du service de renseignement de la Navy, il était de ce fait plus prudent de faire de Glenweir Michael un officier de la marine, ce qui limiterait le secret au cercle de la marine. Mais un officier de la Navy transportant des documents sur un débarquement est peu probable, car ces officiers voyagent toujours en uniforme d'apparat, avec tous leurs galons et les signes de leur grade sur la manche. Et l'idée de demander à un tailleur de prendre des mesures sur un cadavre est beaucoup trop dangereuse. Après de longues discussions, il est convenu que Glenweir Michael serait habillé en Royal Marine, le corps d'infanterie de marine au Royaume-Uni. Les marines, eux, voyagent toujours en tenue de combat, composée d'un béret ou d'une casquette, d'un veston kaki et d'un pantalon, de guêtres et de chaussures. Cet uniforme de surcroît existe en taille standard. Les marines voyagent toujours avec des papiers d'identité comportant une photo. Il faut donc en contrefaire une, et là, ça pose problème. Car oui, le nombre d'officiers des Royal Marines est relativement faible et leur nom figure sur la liste de la Navy, dont les services secrets allemands possèdent certainement une copie. Donc l'idée est de donner le nom d'un de ces officiers au cadavre. Montagu parcourt la liste et s'aperçoit qu'il y a plusieurs personnes qui portent le même nom de famille, Martin. L'acheminement des documents doit être confié à un officier suffisamment gradé. Donc on choisit le capitaine William Hind Norrie Martin, qui est enrôlé pour cette mission à son insu.
Le véritable Norrie Martin s'est engagé en 1937 et est devenu instructeur sur la base américaine de Quonset Point sur Rhode Island en 1943. Donc il ne sera pas informé de ce que le service de renseignement s'apprête de réaliser avec son nom. Le capitaine William Bill Martin reçoit de l'amirauté la carte d'identité qui porte le numéro 148-228. On va lui donner 4 ans de moins que Glenweir Michael, et Cardiff est choisi comme lieu de naissance. La carte affecte Martin aux opérations combinées, le département créé pour harceler les Allemands par des opérations conjointes de la marine et de l'armée de terre, dirigée par Lord Louis Mountbatten. Mais cette carte est trop brillante pour être vraie, donc elle portera la mention en remplacement de la carte numéro 09650 déclarée perdue. Ce numéro est en réalité le numéro de la carte d'identité de Montagu, pour s'assurer que si quelqu'un enquête sur cet officier fantôme, il tombera systématiquement sur lui. Perdre sa carte d'identité dans l'Angleterre en guerre était une faute grave. Donc cette nouvelle carte dessine la personnalité de Bill Martin. Il est maladroit. Montagu signe la carte au nom de Bill Martin, et ce ne sera pas la dernière fois. Désormais, il ne faut plus qu'une photo pour finaliser la carte d'identité. Mais Glenweir Michael n'a jamais eu de passeport ni aucune autre forme de papier d'identité comportant une photo. Mais pour trouver une photo, il faut contacter la famille. Montagu et Cholmondeley se rendent à la morgue de Saint-Pancras avec un appareil photo et un mètre ruban. Pendant que Cholmondeley mesure Glenweir pour la tenue de combat, Montagu le prépare pour la prise de vue. C'est la première fois qu'ils voient le cadavre et ils s'aperçoivent qu'il a un visage maigre et malade et qu'il est plutôt différent du jeune combattant qu'ils avaient imaginé. Mais Montagu insiste sur le fait qu'il doit tout simplement ressembler à un officier. La séance photo est un cuisant échec. Ils se rendent compte qu'il est impossible de photographier le visage d'un mort sans qu'il ait l'air d'être mort. Malgré plusieurs essais, le cadavre ne peut pas reprendre vie devant l'objectif. Du coup, Montagu et Cholmondeley vont observer dans la rue des inconnus qui peuvent ressembler à Bill Martin et être sa doublure le temps d'une photo. Cholmondeley décide de son côté d'aller chercher des vêtements. Une fois l'uniforme trouvé, il est complété d'un imperméable et d'un béret. Les vêtements doivent montrer de l'usure, donc Cholmondeley, faisant la même taille que Michael, mettra l'uniforme pendant 3 mois. Par contre, trouver des sous-vêtements dans une Angleterre en guerre n'est pas chose facile et personne ne peut sacrifier ses sous-vêtements. John Masterman, universitaire à Oxford et président du comité 20, accepte des sous-vêtements épais reçus en cadeau provenant de la garde-robe du défunt Warden de New College à Oxford. Montagu et Cholmondeley se mettent petit à petit dans la peau de Martin, car ça va les aider à révéler sa personnalité, qui sera dans son portefeuille. Il est décidé que Martin soit le fils préféré d'une famille de la haute bourgeoisie du Pays de Galles. Il est catholique, car les catholiques sont opposés aux autopsies pour des raisons religieuses. Ils imaginent un William Martin intelligent, travailleur, mais quelquefois étourdi et enclin au coup d'éclat. Il aime se divertir, aller au théâtre et danser. Il dépense plus qu'il ne gagne et attend que son père l'attire dans les affaires. Les deux hommes commencent ainsi à lui créer un passé. En somme, il a fait des études et a été à l'université. Il écrit en cachette et c'est un écrivain très prometteur. Après l'université, il s'est retiré à la campagne pour écrire, écouter de la musique et pêcher. C'est un solitaire. Lorsque la guerre a éclaté, il s'est engagé dans les Royal Marines, mais s'est retrouvé coincé derrière un bureau, ce qui ne lui a pas plu. Il a fui dans les commandos, où il s'est distingué par ses compétences techniques, notamment au sujet des barges de débarquement. Il a prédit que le raid sur Dieppe serait un désastre. En somme, Martin est un type bien, romantique et fringant, mais il est irresponsable, rarement ponctuel et extravagant. Le premier témoin de la vie fictive de Martin est son banquier, Ernest Whiteley Jones, directeur général adjoint de la Lloyds Bank, qui lors d'un entretien avec Montagu doit écrire une lettre de rappel à propos d'un découvert qui n'existait pas et pour un client imaginaire. La lettre de réclamation est adressée au major Martin, au club de l'armée et de la marine sur Pall Mall. Cholmondeley lui obtient une facture du club établie au nom du major Martin. Ensuite, ils ont imaginé le père de Martin,
un père anxieux, qui s'appelait John J. Martin. La lettre a été certainement écrite par un des collègues du MI5, Cyril Mills. Cholmondeley essaie de réunir tous les petits objets qu'on peut avoir dans les poches et dans son portefeuille en temps de guerre. Ces petits objets peuvent dévoiler la personnalité de leur propriétaire, les voyages qu'il a pu faire, etc. Donc, dans les affaires de Martin, on trouve un carnet de tickets, dont 2 usagés. Une croix en argent avec son collier et une médaille de Saint-Christophe. Un bout de crayon, des clés, un paquet de cigarettes Players Navy Cut, les paquets habituels de la Navy, des allumettes et un ticket de bus usagé. Ils vont ajouter dans son portefeuille un laissez-passer périmé pour le QG des opérations combinées. Chacun des membres de la section 17M apportera une idée sur les objets ou les traits de personnalité. Au club Cabaret, ils ont imaginé le penchant de Martin pour la vie. 2 plaques d'identification seront gravées au nom de Major Martin W. Martin RM RC, qui seront attachées aux bretelles du pantalon. Une facture pour des chemises de chez Gibbs qui ont été payées en liquide sera chiffonnée pour être mise dans une de ses poches. Bill Martin transporte également de l'argent liquide, un billet de 5 livres, 3 billets de 1 livre et un peu de monnaie. Les numéros des billets de banque sont scrupuleusement notés. Comme pour tout argent qui peut être donné à l'ennemi ou inversement. La monnaie est étroitement surveillée car elle peut quelquefois réapparaître à des endroits intéressants. Si l'argent disparaît après l'arrivée du corps en Espagne, cela prouverait que les vêtements ont été fouillés. Mais rien n'est laissé au hasard. Sauf que Joan Saunders fait remarquer que Bill Martin n'a pas de vie amoureuse et donc il faut lui en créer une. Montagu écrit. Nous décidâmes qu'un mariage serait arrangé entre Bill Martin et une fille, juste avant qu'il ne soit envoyé à l'étranger. Montagu sait quel genre de fille il faut pour jouer ce rôle. Jean Leslie, une jeune secrétaire du MI5 qui trie et copie des comptes rendus des interrogatoires des agents doubles à Londres. C'est elle qui a remarqué que l'agent belge Johannes de Graaf avait présenté des incohérences dans son récit. Et plus tard, on apprit que ce même agent était en réalité un agent triple. Mais c'était une jeune fille dynamique qui courait partout et se portait volontaire là où elle pouvait être utile. Même sa supérieure, Esther Leggett, lui demandait d'arrêter de courir dans les couloirs. Ewen Montagu l'a remarqué dans les couloirs et il n'est pas insensible à son charme. Mais à la mi-février, il demande au jeune secrétaire de donner des photographies qui doivent servir pour une séance d'identification. Montagu veut obtenir une photo de Miss Leslie. Elle fouille dans son tiroir et retrouve une photo qu'un grenadier de la garde avait pris d'elle après une baignade dans la rivière à Wittenham Clumps. Cette photo était considérée à l'époque comme une photo coquine. La photographie rejoint les effets personnels de Martin et désormais sa fiancée s'appelle Pam, une jeune femme vive qui travaille dans l'administration publique, nerveuse, jolie, discrète et un peu bête. Montagu et Cholmondeley décident d'inventer une rencontre entre Bill et Pam, qui se sont rencontrés 5 semaines plus tôt. Il l'a aussitôt demandé en mariage en lui achetant pour l'occasion une bague ornée d'un gros diamant. Le père de Bill, John, était opposé à ce mariage, car il soupçonnait Pam d'être une croqueuse de diamants. La date du mariage n'avait pas encore été fixée, mais c'était une histoire d'amour comme on en voyait souvent en temps de guerre. Un amour soudain, exaltant, et comme pratiquement toutes les relations vouées à l'échec. Montagu explique à Leslie que sa photographie représentera une fiancée fictive et qu'elle sera utilisée dans le cadre d'un plan de désinformation. Cholmondeley, lui, demande sur un ton plus sérieux si quelqu'un d'autre a la photo, car si oui, il faut que toutes les autres photographies soient détruites, sinon les conséquences pourraient être catastrophiques. Leslie contacte Tony, le grenadier de la garde qui a pris cette photo, et lui demande de détruire tous les exemplaires de la photo. Tony, blessé, accepte de détruire tous les exemplaires de la photo. Montagu convoque Jean et insiste pour qu'elle garde le secret sur cette opération en cours. Puis, il lui propose de dîner avec lui, ce que Jean accepte. Pour écrire les lettres d'amour, c'est Esther Leggett, la femme la plus âgée du service, qui va être sollicitée, même si elle n'a jamais été mariée. Elle va devoir refaire sortir dans ses lettres l'absence d'un amour qui doit partir à la guerre. En en-tête, une adresse est indiquée, car les Allemands savent comment sont faites les lettres britanniques.
Une deuxième est écrite en toute hâte sur du papier ordinaire, alors que son patron menace de rentrer de son déjeuner. Esther Leggett termine la lettre d'une écriture rapide, limite un gribouillage pressé. Montagu et Cholmondeley ajoutent même dans le portefeuille de Martin une facture de 53 livres, 0 shilling 6 pence, pour l'achat d'une bague de fiançailles de chez S.J. Phillips sur New Bond Street. Sur la bague, il est gravé PL de la part de W.M. 14 avril 1943. 2 autres lettres vont rejoindre les effets personnels de Martin. La première est une lettre de son notaire, F.A.S. Watkin, de McKenna & Co., qui fait référence à son testament pour des questions fiscales. Et la seconde lettre est une lettre de John Martin, qui est une copie de la lettre au notaire de la famille dans laquelle il discute du régime matrimonial de son fils. Montagu et Cholmondeley sont ravis de voir l'histoire qu'ils ont créée. L'amiral Godfrey leur donne beaucoup de conseils pour améliorer l'histoire du personnage, mais sans pour autant en abuser. Mais en raison de son caractère, il est retiré du service des renseignements de la Navy et est transféré au commandement naval en Inde. Au service de renseignement de la Navy, il est remplacé par Edmund Rushbrook, qui n'a pas le même talent que Godfrey pour l'espionnage. En effet, Godfrey trouve que l'histoire de Bill Martin présente beaucoup de problèmes avec des traits beaucoup trop caricaturaux. Pour lui, il ne faut pas copier ce qu'on peut lire dans des romans d'amour ou dans des films où le héros part pour ne jamais revenir. Mais Montagu et Cholmondeley trouvent cette histoire très britannique, et les Allemands le savent très bien. Rien n'a été laissé au hasard. Des objets que tout le monde porte sur soi dans la vie de tous les jours, des photos, des factures et des lettres dans le portefeuille. Pour le service de renseignement, quand quelque chose est trop parfait, cela veut dire que ça sonne faux. En effet, dans le scénario imaginé, il y a quelques petites erreurs qui peuvent devenir catastrophiques. Comme par exemple le major Martin lègue de l'argent à son ordonnance. Mais un officier des Royal Marines n'emploie jamais ce mot-là. Le terme plus approprié est un attaché. Pourquoi paye-t-il sa chemise en liquide alors qu'un tailleur militaire fait un crédit aux officiers qui sont en service? Et surtout, il est détaillé qu'il est à découvert de 53 livres à cause de la bague de fiançailles qu'il a achetée. Un espion allemand en Grande-Bretagne pourrait même téléphoner à l'adresse qui apparaît en tête des lettres de Pam pour savoir si une telle personne est connue à cette adresse. Il pourrait aussi jeter un coup d'œil au registre de l'hôtel du Lion Noir, qui aurait révélé qu'aucun Martin n'avait passé la nuit dans cet hôtel, la nuit du 13 avril. Le danger d'un espion allemand pouvant vérifier ces preuves est bel et bien présent. Mais Montagu et Cholmondeley ne s'inquiètent pas de tout ça, car pour eux, il n'y a pas d'agent allemand en Grande-Bretagne. Mais un autre espion représente une grande menace pour cette opération de désinformation. Il s'agit ni plus ni moins que du frère d'Ewen Montagu, Ivor Montagu, qui lui espionne à la solde de Moscou. Pour Montagu et Cholmondeley, il est maintenant question de savoir comment mettre les objets dans la poche ou sur le major William Martin. Déjà, il ne faut pas trop les mettre en évidence, car les Allemands trouveraient ça louche. Et s'ils sont trop bien cachés, ils passeraient tout simplement à côté. Ils se mettent à réfléchir, car le major Martin est un officier en service dont l'avion doit s'écraser alors qu'il doit rallier Gibraltar. Il ne peut pas transporter les ordres de mission ou des plans de bataille, car généralement ces documents sont envoyés par valise diplomatique. Et puis, les informations qui sont hautement confidentielles sont plutôt transmises par le billet de télégramme codé. Il est décidé que les fausses informations seront transmises sous la forme d'une correspondance privée entre les officiers de rang suffisamment élevé pour que les Allemands prennent ces renseignements au sérieux. Il faut que les Allemands reconnaissent le nom des hauts gradés. Montagu a pour mission de contrefaire des documents d'un niveau suffisamment élevé pour exercer un effet stratégique, même après un examen prolongé par les personnes suspicieuses et hautement qualifiées qui seraient peu enclines à y croire. Là est toute la complexité de la désinformation. Faire croire que la Sicile n'est pas la cible de l'attaque. Mais si les Allemands se rendent compte de la supercherie, ils sauront que c'est bien la Sicile la cible principale des Alliés. Montagu, avocat dans le civil, se met au travail pour la falsification des lettres. Il établit 3 règles pour réaliser la correspondance.
Petit 1. La cible du leurre, c'est-à-dire la Grèce, la Sardaigne ou les deux, doit être identifiée de manière à la fois désinvolte et indubitable. Petit 2. Deux autres lieux doivent être identifiés pour faire diversion. L'un d'entre eux serait la Sicile, et l'autre aurait simplement pour but de détourner l'attention de la Sicile, si les Allemands comprenaient que le document était faux. Petit 3. La lettre doit être un aparté et doit pouvoir être acheminée par un officier et non par une voie officielle. Elle dit contenir des remarques personnelles et des preuves d'une discussion personnelle ou de dispositions qui empêchent le message d'être transmis par les ondes. Montagu rédige une première lettre qui viendrait du général Sir Archibald Nye, vice-président d'état-major général de l'Empire britannique, au général Sir Harold Alexander en Tunisie. Nye n'est pourtant au courant d'aucune opération militaire en cours, et le général Alexander, lui, est au commandement d'une armée sous les ordres du général Dwight Eisenhower, au quartier général du 18e groupe d'armée. Mais les deux généraux britanniques se connaissent très bien et sont au courant des plans de bataille qui ont ou qui doivent avoir lieu. L'autre lettre de Montagu est un brouillon qui parle d'un bavardage entre deux grands officiers. Il y a des indices indiquant qu'il y a un débat sur une cible qui servirait de diversion, soit la Sicile ou Marseille, mais également la Sardaigne. Pour faire encore plus croire à la véracité de cette lettre, il y a quelques taquineries sur Montgomery ou sur Eisenhower. Le London Controlling Section, ou LCS, trouve lui que les lettres devraient être plus basiques. Le 11 mars, Johnny Bevan, qui est à la tête du LCS, prend l'avion pour atteindre Alger, afin de rencontrer Dudley Wangel Clark, l'officier qui est chargé de la désinformation pour l'opération Husky, nom de code du débarquement en Sicile. Clark trouve aussi que l'opération Meet-Smith est trop ambitieuse. Il faut que la lettre reste basique et qu'elle nomme tout simplement une fausse date pour le débarquement. La lettre sera de nouveau corrigée, réécrite, mais quelquefois les idées ne plaisent pas aux officiers supérieurs du renseignement ou au chef d'état-major. Mais Montagu n'aime pas qu'on interfère dans ce qu'il a entrepris, et surtout, il déteste son supérieur, Johnny Bevan. Leur rencontre finissait souvent en dispute. Pendant que Montagu et Bevan se querellent, Bletchley Park déchiffre un message du haut commandement nazi à l'état-major allemand en Tunisie. D'après ce que nous savons sur les intentions de débarquement anglo-américain, il est évident que l'ennemi pratique la désinformation à grande échelle. Malgré tout, il faut s'attendre à un débarquement significatif en mars. Tout porte à croire que le théâtre des opérations sera la Méditerranée, et que la première opération consistera en une offensive sur l'une des grandes îles, avec la Sicile en tête des probabilités, suivie de la Crète en deuxième et de la Sardaigne ou de la Corse en troisième. Les Allemands anticipent non seulement une opération de désinformation, mais ils ont également deviné la cible principale pour le prochain débarquement des Alliés, la Sicile. Montagu dit « La Sicile a été autorisée à devenir notre cible la plus probable, et il va être difficile de la faire sortir de la tête de l'ennemi. Il est bien plus facile de persuader les Allemands que nous attaquerons X que de les dissuader d'une appréciation qu'ils ont déjà dû formuler que nous attaquerons Y. » Bevan lui répond « Il n'y a toujours pas de plan de désinformation pour Husky. Pourquoi, aujourd'hui encore, plusieurs semaines après le lancement de Husky, n'avons-nous toujours pas d'ébauche de plan de désinformation et encore moins de plans approuvés et initiés ?» Montagu rétorque Meet-Smith avance à grands pas, mais si le plan ne fonctionne pas, ce serait un échec total de l'intoxication des Allemands par l'une ou l'autre de nos actions. Les Alliés sont sur le point d'attaquer une cible que les Allemands s'attendent à voir attaquer. La Grande-Bretagne et ses alliés sont désormais dans une situation extrêmement dangereuse. Les planificateurs doivent désormais réfléchir à l'endroit où le corps peut échouer, au Portugal, au sud de la France ou en Espagne. L'Espagne est très vite choisie, car la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont tous deux une ambassade à Madrid. Et puis certaines des autorités et même l'État espagnol sont à la solde des Allemands. Donc, ils en déduisent que si les documents tombent dans les bonnes mains espagnoles, ils seront certainement transmis aux Allemands. Mais beaucoup d'Espagnols sont contre les nazis et les documents pourraient être retournés aux Alliés. Il faut donc réfléchir à la côte espagnole la plus pro-allemande. Pour répondre à cette interrogation, un télégramme est envoyé au capitaine Alan Hilgard, l'attaché naval à l'ambassade de Madrid et chef du renseignement de Churchill en Espagne, pour qu'il envoie de toute urgence un lieutenant de confiance pour participer à une conférence. C'est Salvador Augustus Gómez Béar,
assistant de l'attaché naval à l'ambassade de Grande-Bretagne à Madrid, qui se présente à l'amirauté et qui est conduit à la salle 13. Une fois installé, Cholmondeley et Montagu, après avoir exposé le plan, lui demandent quel serait le meilleur endroit pour déposer un cadavre rempli de fausses informations destinées aux Allemands. Gomez-Béard réfléchit au problème. Si le corps échoue près de Cadix, il risque d'être tout simplement remis aux autorités britanniques de Gibraltar. L'autre problème est que le corps risque d'être découvert par la marine espagnole, qui ne coopère pas avec les Allemands. Pour moi, l'endroit idéal se trouve à proximité de Huelva, un petit port de pêche sur la côte espagnole où le fleuve Tinto se jette dans l'Atlantique. Et Huelva est sous forte influence allemande. La ville abrite une vaste communauté allemande à la ferveur patriotique. En outre, le consul britannique à Huelva, Francis Hazelden, est un homme fiable qui sera d'une grande aide pour la ruse. Gomez-Béard dit. En plus, Huelva a un chef de police très pro-allemand qui communiquerait aux Allemands toutes les choses dignes d'intérêt qui seraient trouvées sur le corps. Et surtout, la ville de Huelva abrite un espion allemand redoutable et extrêmement efficace. Il s'agit d'Adolf Klaus. Don Gomez-Béard va décrire le réseau de Klaus à Montagu et Cholmondeley. Cet agent insaisissable transmet tous les mouvements des navires britanniques aux Allemands. Il est l'un des agents allemands les plus importants, les plus actifs et les plus intelligents du sud de l'Europe. Si un objet important ou qui présente un intérêt quelconque est retrouvé dans un rayon de 80 km du café d'El Pelma, Klaus est immédiatement au courant. La décision est prise. La cible sera Huelva. Et si les Britanniques peuvent faire d'une pierre deux coups en ridiculisant cet espion allemand, ce serait encore mieux pour eux. Une note est envoyée à l'hydrographe de la Royal Navy, le dépositaire officiel de la documentation technique maritime, pour soumettre cette requête. Si un objet est largué au large des côtes espagnoles près de Huelva, dériverait-il jusqu'à la terre sous l'action des marées et des vents dominants ? En même temps, Gomez-Béard reçoit l'ordre de se rendre à Gibraltar et d'informer l'officier général et son officier d'état-major du plan qui est en train de se préparer. Car Montagu le lui explique. On ne sait jamais si le corps sera retrouvé à Gibraltar plutôt qu'à Huelva. Mais avant de rentrer, Gomez-Béard doit se rendre à Séville pour informer les consuls britanniques qu'à Cadix et Huelva, il risque d'y avoir un corps qui va s'échouer sur les côtes. Désormais, le capitaine Alan Hilgard doit orchestrer ce piège du côté espagnol, et nul n'est mieux armé que lui pour accomplir cette tâche. Charles Cholmondeley, lui, se démène de son côté pour trouver un moyen de transporter le corps jusqu'en Espagne, sans éveiller les soupçons de cet espion allemand. Après avoir creusé plusieurs possibilités, il ne voit qu'une seule option, celle du sous-marin. Avec un sous-marin, le largage peut avoir lieu la nuit, et si la profondeur est insuffisante, on peut rapprocher le corps des côtes grâce à un canot pneumatique. Le capitaine du sous-marin peut surveiller les vents et les courants pour faire surface et larguer le corps au bon moment. Cholmondeley déclare. Après le largage du corps, l'illusion serait renforcée si une pièce d'artifice pourrait être laissée sur place pour créer l'impression qu'un avion s'écrase en lançant une fusée de détresse et en déclenchant une explosion avec un retardateur. Mais le seul problème, ce sont les difficultés techniques de la conservation du corps pendant la traversée. Mais même si les sous-mariniers sont des durs, seraient-ils capables de supporter d'avoir un cadavre en décomposition dans leur sous-marin ? L'opération est tellement secrète qu'un cadavre dans un sous-marin serait très vite remarqué par d'autres compagnons de ces sous-mariniers. Mais pour Cholmondeley, parmi ces méthodes, la meilleure solution est celle du sous-marin, à condition de pouvoir assurer la bonne conservation du corps. Il ne sera pas facile de faire monter un corps clandestinement dans un sous-marin, ni de l'empêcher de pourrir dans l'atmosphère chaude de la soute. Cholmondeley se tourne vers Charles Fraser Smith, appartenant à la branche Q, qui est le premier fournisseur de gadgets pour les services secrets. En binôme, ils vont dessiner le premier système de transport de cadavres en sous-marin au monde. C'est un coffre tubulaire qui mesure 2 mètres de long et près de 60 cm de diamètre, avec une double enveloppe en acier de calibre 22. L'espace entre les deux tôles est garni de laine de verre. D'un côté, il est soudé, et de l'autre, il est fermé par un couvercle étanche en acier. Cholmondeley estime que le colis pèserait 180 kg, en comprenant le poids du corps, et que ce coffre pourrait se glisser dans le caisson hyperbare d'un sous-marin. Pour préserver le corps, Sir Bernard Spilsbury explique. L'oxygène est la cause d'une décomposition rapide.
Mais si l'oxygène est préalablement extrait du tube par injection de neige carbonique, le coffre serait complètement hermétique. Si de surcroît le corps est enveloppé de neige carbonique, le cadavre serait conservé de manière parfaitement satisfaisante, et il resterait aussi froid qu'il l'avait été dans la morgue. Fraser Smith a pour mission de concevoir une énorme bouteille thermos qui sera suffisamment fine pour être placée dans la chambre des torpilles. Une fois les plans dessinés, ils sont transmis au ministère de la production d'avions, auquel demande de construire le conteneur au plus vite, sans en connaître l'usage exact. À l'extérieur du coffre, il sera inscrit « Attention fragile, instrument optique, colis FOS spécial ». Dans le même temps, Montagu contacte l'amiral Sir Claude Barry, officier général chargé de sous-marins, pour lui demander quel sous-marin conviendrait le mieux pour cette mission. Barry lui répond que les sous-marins britanniques passent souvent au large de Huelva lorsqu'ils font route pour Malte. Par ailleurs, un sous-marin se trouvant en Écosse doit bientôt repartir pour la Méditerranée. Il s'agit du HMS Seraph, commandé par le lieutenant Bill Jewell, qui a déjà exécuté plusieurs missions secrètes, et de surcroît, on pourrait compter sur sa discrétion. Montagu rédige de ce pas les ordres de mission pour Jewell et décide de rencontrer le jeune officier à Londres pour lui décrire sa nouvelle mission. L'hydrographe de l'amirauté remet son rapport sur les vents de marée au large de Huelva, mais il reste réservé sur les conditions maritimes, car les Espagnols et les Portugais ne publient pratiquement rien sur les marées et les courants au large de leurs côtes. Dans son rapport, il écrit « Les courants de cette zone ne faisaient essentiellement que monter et descendre le long de la côte. Si l'objet est largué au bon endroit, dans les bonnes conditions, le vent orienté au sud-ouest devrait le diriger vers l'extrémité de la baie, près de Huelva. Toutefois, si le corps est rejeté sur la côte, il n'est pas garanti qu'il y reste, parce que s'il n'échoue pas, il serait à nouveau emporté par la marée. » Montagu reste optimiste car, contrairement au compte-rendu de l'hydrographe, l'objet qui sera largué en pleine mer est plus gros, puisqu'il s'agit d'un corps avec un gilet de sauvetage jaune. Ce dernier conclut. Les courants côtiers ne sont pas pris en compte car le vent de sud-ouest poussera le corps vers la terre, si Jewell peut le larguer suffisamment près de la côte. Au cours de la dernière semaine de mars, Montagu transmet un rapport à Johnny Bevan, qui vient juste de rentrer d'Afrique du Nord. Dans son rapport, il est écrit que le corps est presque prêt. L'uniforme et l'accoutrement du Major Martin ont été choisis. Le coffre hermétique est en construction, et Gomez Béard et Elgart attendent leurs instructions en Espagne. Une date butoir est définie. Le Major embarquerait comme passager clandestin à bord du HMS Seraph, qui quitterait probablement la côte nord-est du pays le 10 avril. En somme, il ne reste plus que 2 semaines pour finir les préparatifs de l'opération. Montagu et Cholmondeley ont tout fait pour finaliser les détails avant d'obtenir l'aval final pour l'opération. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour finaliser l'ultime pièce du puzzle, la plus importante, les documents officiels. Oui, les lettres officielles du Major Martin ont été préparées pendant 1 mois. Elles sont sans cesse soumises à un examen, révisées, corrigées ou réécrites totalement. Mais Montagu sait que la lettre de désinformation du général Ney au général Alexander va être la plus importante. Cette lettre doit désigner la Grèce comme cible d'une prochaine offensive des Alliés et faire croire que la Sicile serait une cible de diversion. Hormis cette lettre, personne n'est d'accord sur rien. Quand certaines personnes lisent la lettre, ils veulent qu'elle soit améliorée ou modifiée. Finalement, ce sont les instances officielles, comme le comité 20, qui demandent à revoir cette lettre. L'amirauté veut qu'elle soit un peu plus personnelle. Le ministère de l'Air, lui, veut décrire sur la lettre les bombardements des aérodromes en Sicile, ce qui reviendrait en somme à faire croire que les bombardements seraient une future attaque sur la Sicile, alors qu'en réalité le débarquement aurait lieu en Grèce. Enfin, certains veulent l'avis de Dudley Clark, mais pour lui, il ne faut pas miser sur des enjeux de désinformation aussi élevés. Bevan, lui, est anxieux, car si les Allemands s'aperçoivent que cette lettre est fausse, ils comprendront tout de suite que le débarquement ne se fera pas en Grèce, mais en Sicile. Il essaie alors d'écrire sa propre lettre, mais Montagu la dénigre aussitôt, car pour lui, cette lettre ressemble à une lettre qu'on aurait pu envoyer par câble, et les Allemands le verraient tout de suite. Il faut une lettre officielle, car ça concorderait avec les documents que le Major Martin transporte sur lui. La lettre sera réécrite et encore réécrite par Montagu, et à force de recommencer, ça le rend de plus en plus furieux.
Finalement, les chefs d'état-major ont l'idée de faire appel directement au général Nye pour écrire cette lettre. Le général Archie Nye n'est pas talentueux dans ses phrases, mais il connaît très bien le général Alexander. Il va donc visionner les lettres précédentes et va réécrire à sa manière. Le plus important dans la lettre est la description qu'il fait. Ce serait le général Sir Henry Jumbo Wilson, commandant en chef au Moyen-Orient, qui mènerait l'offensive sur la Grèce. Et la Sicile serait prévue comme cible de diversion pour une offensive simultanée dans une autre partie de la Méditerranée. Puis, il mentionne dans sa lettre des affaires courantes, telles que le nouveau commandant de la brigade de la garde, et une offre par les Américains pour décerner la Purple Heart aux soldats britanniques servant à leur côté. Cette fois, la lettre sonne impeccablement juste. Montagu admet qu'elle convient parfaitement pour cette opération. Bevan demande au général Nye de signer la lettre avec de l'encre qui s'efface. Votre signature à l'encre risque de devenir illisible à cause du contact avec l'eau de mer, et par conséquent, il est conseillé de taper votre titre et votre nom complet à la machine au-dessous de la signature. Bevan demande quand même à Nye d'essayer de changer les termes répétitifs qu'il employait dans sa lettre. Mais le général Nye refuse, car, comme il le lui dira, dans une lettre, il y a toujours des erreurs, des mots répétitifs et des erreurs de grammaire. Une lettre comme celle-là est plus naturelle qu'une lettre où il n'y a aucune erreur. La lettre du général Nye stipule 2 débarquements. L'armée du général Wilson, sous le commandement de Montgomery, attaquerait à 2 endroits en Grèce, et cette opération porterait le nom de code Husky. Le général Alexander, sous le commandement du général Eisenhower, devrait se préparer à lancer une offensive en Méditerranée occidentale, sous le nom de code Brimstone. La cible de diversion pour cette dernière opération est la Sicile. La lettre stipule l'intention des Alliés de tromper les Allemands en leur faisant croire qu'une offensive imminente, qui serait une diversion, va avoir lieu en Sicile, et en précisant que les entraînements amphibies en Afrique du Nord et le bombardement des aérodromes en Sicile viendraient confirmer cette impression. En vérité, les troupes qui s'entraînent à débarquer s'entraînent pour la véritable offensive qui va avoir lieu en Sicile. Husky est le vrai nom de code pour ce débarquement. La stratégie est finie. Car si les Allemands entendent le nom de code Husky, ils penseront aussitôt au débarquement en Grèce et non à une offensive en Sicile. Mais la lettre de Nye ne donne pas de détails sur cette seconde offensive qui aurait lieu en Méditerranée occidentale, l'opération Brimstone. Et sa lettre n'explique pas non plus pourquoi le major Martin se retrouve à transporter un document aussi important. Une seconde lettre est donc nécessaire. Le major Martin appartient aux opérations combinées dans une vie fictive. C'est le colonel Neville des Royal Marines, l'homme consulté à propos de l'uniforme, qui rédigera cette lettre qui sera signée par Lord Louis Mountbatten, chef des opérations combinées, et qui sera adressée à l'amiral Sir Andrew Cunningham, commandant en chef en Méditerranée. Ce dernier est l'adjoint d'Eisenhower dans la marine. La lettre indique très clairement que Martin, expert reconnu au niveau des barges de débarquement, viendrait conseiller l'amiral Cunningham dans ses préparatifs en vue de la prochaine offensive amphibie. 21 avril. Cher amiral de la flotte, j'ai promis au VCGIS que le major Martin s'arrangerait avec vous pour la transmission de la lettre qu'il porte sur lui pour le général Alexander. C'est un courrier urgent et très sensible, et comme il contient quelques remarques qui ne doivent pas passer sous les yeux de certaines personnes au War Office, il ne peut pas être envoyé par câble. Je suis certain à ce que vous veillerez à ce qu'elle soit acheminée en toute sécurité et sans tarder. Je pense que Martin est l'homme que vous cherchez. Il est silencieux et timide de prime abord, mais il sait ce qu'il fait. Il a été plus précis que certains d'entre nous concernant l'issue probable des événements de Dieppe, et il s'en est bien sorti lors des essais de barges et d'équipements qui se sont déroulés en Écosse. J'aimerais le récupérer dès que l'offensive sera terminée. Il pourrait rapporter quelques sardines, elles sont rationnées ici. Bien cordialement, Louis Mountbatten. La deuxième partie de la lettre indique clairement que l'offensive à laquelle Martin doit donner son expertise va se passer au pays de la Sardine. En somme, les Allemands doivent comprendre que l'opération Brimstone visera la Sardaigne. La lettre présente un risque, car Louis Mountbatten ne doit normalement pas être au courant de ce qu'il y a dans la lettre du général Nye. Et il y a également les sardines. Lui, en tant que membre de la famille royale, ne doit pas trop souffrir du rationnement et donc d'un manque de sardines. Mais est-ce que les Allemands allaient y croire ? Là
était toute la question. Malgré ces 2 lettres, il en manque une. Elle n'aurait aucune signification militaire, mais serait mise là pour faire le poids. Le problème, c'est que ces lettres ne peuvent pas être glissées dans une des poches. Car il est vrai que si le major Martin aurait dû transporter ces lettres, il les aurait mises dans la poche intérieure de sa veste. Une fois, les Allemands sont passés à côté de documents quand ils ont découvert le corps du lieutenant Turner, car ils avaient peur de profaner le corps suite à leurs préjugés catholiques. Donc, porter un attaché-caisse pour 3 malheureuses lettres, ce serait un peu curieux. Alors, on pense au livre qu'a écrit Hilary Saunders, le bibliothécaire de la Chambre des communes, et qui raconte l'histoire des commandos. Dans l'attaché-caisse de Martin, il faut mettre des épreuves de cet ouvrage, ainsi qu'une lettre de Mountbatten demandant au général Eisenhower d'écrire un commentaire sur cet ouvrage pour l'édition américaine. Les 2 lettres seront écrites sur la même machine à écrire et signées par Mountbatten en personne, à qui on a expliqué que ces lettres vont servir pour une mission secrète. Il ne reste plus que l'approbation des chefs d'état-major pour lancer l'opération Meet-Smith. Le 13 avril, à 10h30 du matin, les chefs d'état-major se rassemblent. La réunion est présidée par le chef de l'état-major général impérial et le chef de l'état-major de l'armée de l'air. Et le comité ne compte pas moins de 8 hauts gradés de différents services. Le point 10 à l'ordre du jour est l'opération Meet-Smith. Les lettres sont enfin approuvées et le lieutenant général Sir Hastings Insley est chargé d'informer Johnny Bevan de la décision et tenu de prendre rendez-vous avec le Premier ministre pour obtenir l'accord final de lancement de l'opération. Insley écrit un mot à Churchill à ce sujet. Les chefs d'état-major ont donné leur approbation, soumise à votre accord, à un plan de diversion assez surprenant en relation avec le ski. L'officier de contrôle pourrait-il vous voir 5 minutes ces jours-ci pour expliquer de quoi il retourne ? Une note revient du cabinet de Churchill disant « Oui, jeudi à 10h15. » 2 jours plus tard, Bevan, assis sur le lit de Winston Churchill, qui est encore en pyjama et en robe de chambre, lui présente l'opération Meet-Smith. Bevan témoigne à ce sujet. À ma grande surprise, on m'a fait entrer dans sa chambre à coucher, dans l'annexe, où je l'ai trouvé au lit fumant le cigare. Il était entouré de papiers et de coffrets à cigares noirs et rouges. Il lui tend ensuite une feuille décrivant toute l'opération de désinformation. Churchill la lit attentivement. Bevan dit au Premier ministre « Évidemment, il est possible que les Espagnols découvrent que cet homme n'est jamais mort de noyade après une catastrophe aérienne, mais qu'il était jardinier au Pays de Galles et qu'il s'est suicidé au Désherbant. » Puis Bevan laisse Montagu et Cholmondeley décrire les détails et expliquer les symptômes de l'empoisonnement à un Premier ministre en robe de chambre. Le Désherbant pénètre dans les poumons et est très difficile à diagnostiquer. Apparemment, il ne faut pas moins de 3 semaines à 1 mois pour découvrir la cause du décès. Churchill est très intéressé par le plan, à tel point que Bevan doit lui expliquer que l'opération peut très mal tourner. Je lui fis remarquer qu'il y avait évidemment une chance que le plan échoue et que le poteau rose soit découvert. Le cadavre pourrait ne jamais s'échouer sur la plage, ou s'il le faisait, les Espagnols pouvaient le remettre aux autorités britanniques locales sans prendre les papiers décisifs. Churchill lui répond. Dans ce cas, nous récupérerons le corps et nous lui ferons prendre un autre bain. Churchill donne son accord, mais à une condition. Il faut également obtenir l'accord du général Eisenhower parce que le débarquement en Sicile pourrait être affecté par le succès ou par l'échec du plan. Bevan repart au bureau de la London Controlling Section, où il va rédiger un télégramme chiffré top secret, sous le nom de code « Chaussée », à l'intention d'Eisenhower qui est à son quartier général à Alger. 1 heure après, il reçoit une réponse. Le général Eisenhower approuve sans réserve Meet-Smith. Montagu et Cholmondeley préparent les derniers détails de l'opération. La lettre clé est placée dans une enveloppe et est scellée 2 fois avec le sceau officiel du VCIGS, aux armes du War Office. Toutes les lettres sont scellées et sont prises en photo pour s'assurer que toute manipulation puisse être repérée. Lorsque les lettres se retrouvent dans les mains de Montagu, il s'assure que personne à part lui ne puisse les manipuler. Même les lettres de Pam, la jeune fiancée fictive de Martin, sont entre les mains de Montagu, qui les déplie et les replie comme ferait un homme amoureux. Il sait que les Allemands sont capables de faire une analyse des empreintes sur les lettres, et seul Montagu a touché à ces lettres.
Mais il sait aussi que si les Allemands font une comparaison d'empreintes entre celles du mort et les siennes, ils verront une différence. Le risque était bel et bien présent. La lettre et les épreuves du pamphlet sur les commandos sont placées à l'intérieur d'une mallette noire officielle, avec le monogramme royal brocardé sur le rabat. La clé de la serrure est placée sur le porte-clés du major Martin, mais on se pose une question. Comment faire en sorte que la mallette et le corps arrivent ensemble en Espagne? Une première idée est proposée. Le major Martin tient la mallette très fort dans sa main. Mais comme certains le soulignent, il est censé mourir lors d'un accident d'avion. Personne ne penserait à tenir la poignée d'une mallette lors d'un crash soudain. La seule solution est de placer le corps et la mallette séparément dans la mer, espérant que les deux s'échouent sur la plage. Mais l'hydrographie fait remarquer que les vents et les courants de marée au large de Huelva sont hautement imprévisibles et donc il y a le risque qu'aucun des deux éléments ne s'échoue sur la plage. Le corps aura un gilet de sauvetage, donc le major Martin sera gardé en surface de l'eau. Mais la mallette de papier, une fois remplie d'eau, risque de couler au fond, où elle dérivera jusqu'au Portugal. Une solution est préconisée. Il faut attacher le porte-document au major Martin à l'aide d'une chaîne gainée de cuir, ressemblant à celle utilisée par les transporteurs de fonds, qui remonterait dans la manche droite et qui serait fixée par un mousqueton à la ceinture et par un autre à la poignée. La mallette et le corps dériveraient enchaînés ensemble jusqu'à la côte. De plus, cette méthode apporterait encore plus de valeur à l'attaché-caisse. Le seul problème, c'est qu'aucun officier britannique n'utilise cette méthode pour assurer la sécurité de documents pendant leur transport. Pour Montagu, la chaîne fait paraître le côté bidon, et Cholmondeley pense également la même chose. Après une réunion avec les autres organisateurs, il est convenu. Le recours à une chaîne reliant le sac au corps est trop incertain et risque de mettre en danger toute l'opération. Mais il n'y a pas d'autre choix. Cholmondeley se rend au ministère de l'Air pour réquisitionner un canot pneumatique et des rames, comme ceux utilisés sur le Catalina. Le plan initial prévoyait de jeter également des débris à la mer pour qu'ils dérivent vers les terres et faire croire à un crash d'avion. Sauf qu'en faisant des recherches, ils s'aperçoivent qu'un accident aérien ne provoque que très peu de fragments d'épave en pleine mer. Donc pour la sécurité de l'équipage du sous-marin, seul le canot pneumatique sera largué. La seule chose qui manque est une photo pour la carte d'identité de Bill Martin. Personne ne lui ressemble. Mais un jour, Montagu va à une réunion au B1A pour discuter de l'avenir d'Eddie Chapman, un agent double. Assis en face de lui, Ronnie Reed, un ancien technicien de la BBC et expert de la radio. Montagu l'observe et s'aperçoit qu'il ressemble énormément à Glyndwr Michael. Cette fois, il a trouvé l'homme qui va être photographié pour la carte d'identité du major Martin. Cholmondeley et Montagu retournent à la morgue de Saint-Pancras et vont faire essayer au cadavre des vêtements que d'ailleurs Cholmondeley a usés. L'uniforme lui va parfaitement. Il est décidé de le laisser comme ça et de mettre les godillots plus tard. Bevan, lui, envoie un télégramme codé à Clark pour lui signaler. Mincemeat appareille le 19 avril, et l'opération aura probablement lieu le 28 avril. Le lieutenant Bill Jewell, commandant le HMS Seraph, se rend à une adresse de St. James, où l'attendent Montagu, Cholmondeley, le capitaine Rowe, chef d'état-major de l'amiral pour les sous-marins, ainsi que divers ordres de mission. C'est là qu'on lui explique qu'il va devoir larguer secrètement un corps dans l'océan au large de l'Espagne. Jewell dit: Pendant la guerre, n'importe quel plan pouvant sauver des vies valait la peine d'être essayé. Il n'est pas informé de l'identité du cadavre, ni de la nature exacte des documents qu'il transporte, mais on lui rappelle sans cesse qu'il est vital que ça reste secret. Cholmondeley lui explique que le corps sera apporté au sous-marin en Écosse, emballé, entièrement habillé et prêt, et qu'il sera à l'intérieur d'un grand tube métallique qui peut être glissé par la trappe à torpille pour être caché ensuite sur le pont inférieur. Jewell va recevoir à part un canot pneumatique, une mallette fermée à clé fixée à une chaîne et 3 cartes d'identité pour William Martin, munies de 3 photographies différentes. Jewell demande ensuite si ces hommes doivent être informés de la nature de cet objet plus ou moins encombrant. Montagu lui explique qu'il pourra mettre ses officiers dans la confidence après le départ, mais il faut qu'ils disent à l'équipage: Dites à votre équipage que le conteneur enferme un instrument de mesure météorologique automatique top secret et qu'il était essentiel que son existence et sa position ne soient pas dévoilées.
Sinon, il serait récupéré par les Espagnols, et les Allemands en connaîtraient les plans. Jewell fait remarquer que les conditions météorologiques sont difficiles et que les officiers auront besoin d'un coup de main pour remonter le coffre sur le pont. Puis, il lui dit: Si l'un des membres d'équipage repérait le corps, il faudrait que je lui dise que nous soupçonnons les Allemands de récupérer les papiers trouvés sur les corps échoués sur la côte, et que, par conséquent, ce corps va être surveillé. Si nos soupçons sont fondés, on demandera aux Espagnols de se débarrasser des Allemands concernés. Montagu hoche la tête et lui dit que personne ne sera au courant des résultats de cette opération pour la sécurité des observateurs. Lorsque le sous-marin atteindra la position entre Portil Pilar et Punta Umbria, qui se situe à l'ouest de l'embouchure de Rio Tinto, Jewell doit examiner les conditions météorologiques, car le vent doit venir de la mer. Jewell étudie ensuite les cartes et estime. Le sous-marin pourra rapprocher suffisamment le corps de la côte pour éviter d'avoir recours aux canaux pneumatiques. L'idée de l'explosion au large est rapidement abandonnée, car il ne sert à rien d'attirer l'attention inutilement. Grâce à l'obscurité, le coffre doit être passé par l'écoutille des torpilles, ceux des glissières prévus à cet effet et attachés au garde-corps de la plateforme de tir. Tous les membres de l'équipage doivent à ce moment-là descendre pour ne laisser que les officiers sur le pont. On prévient Jewell. Le conteneur serait alors ouvert sur le pont et la neige carbonique laisserait échapper du dioxyde de carbone. Montagu et Cholmondeley ont réfléchi à comment attacher la mallette au Major Martin, car pour eux, aucun officier n'aimerait rester attaché à une chaîne qui descend le long du bras. C'est très inconfortable. Donc, ils ont une idée. Quand le corps sera extrait du conteneur, il ne restera plus qu'à fixer la chaîne à la mallette en passant par la ceinture de l'imperméable qui enveloppera le corps. Comme si l'officier avait retiré la chaîne pour plus de confort dans l'avion, mais qu'il l'avait néanmoins laissée attachée à lui pour éviter d'oublier la mallette ou qu'elle ne glisse loin de lui. Jewell devra décider laquelle des 3 cartes d'identité ressemble le plus au mort et devra ensuite le glisser dans la poche du Major Martin. Le corps, avec le gilet de sauvetage gonflé, doit ensuite être glissé par-dessus bord. Le canot pneumatique gonflé devra aussi être largué avec une rame, mais pas trop près du corps. La dernière tâche de Jewell sera de refermer hermétiquement le coffre, de rejoindre les eaux profondes, puis de le laisser couler. Si pour une raison quelconque l'opération devait être abandonnée, le corps et le conteneur devraient être coulés en eau profonde. Et si nécessaire, le coffrage devrait être ouvert pour laisser entrer l'eau, mais tout en faisant attention à ce que le corps ne s'échappe pas. Un message doit alors être envoyé avec ces mots. Annuler Meade-Smith. Si tout se passe comme prévu, un autre message doit être envoyé. Meade-Smith terminé. Avant de terminer la réunion, Montagu demande à Jewell de participer à la vie fictive du Major Martin, car il manque un billet d'entrée de nightclub dans le portefeuille du mort. Il accepte volontiers, puis repart dans le nord avec ses nouveaux ordres de mission. Un télégramme est envoyé à Eisenhower à Alger. Meade-Smith largue les amarres le 19 avril, et l'opération aura probablement lieu le 28 avril, mais elle pourrait être annulée si nécessaire à tout moment jusqu'au 26 avril inclus. Si tout se déroule comme prévu, le Major Martin doit s'échouer en Espagne le 28 avril, ou quelques jours après. L'un des chefs des services de renseignement britanniques, Alan Hilgart, est mis au courant de l'opération et se prépare à être l'un des acteurs clés pour la réussite de cette ruse.